18h25, ils sont là. Ils commencent à s'installer, nos éditorialistes, pour refaire l'actu ensemble jusqu'à 19h. Rodolphe Bonas est avec nous. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Guillaume. PDG d'Astyride Retail Technologies. Et puis Frédéric Farah est avec nous. Bonsoir Frédéric, économiste, enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dites-moi, le gouverneur de la Banque de France est passé nous voir ce matin sur BFM Business. Il n'était pas très optimiste pour les prochains mois quand même, la prochaine année. De forts ralentissements en 2023, peut-être une récession technique. Alors Vous l'achetez cette récession technique ou pas Aujourd'hui, on sent bien que Christine Lagarde aussi, elle a quand même donné un éclairage sur lequel elle n'était pas très optimiste sur la suite. La vraie question, c'est est-ce qu'on est dans le ralentissement ou est-ce qu'on basculera dans une vraie récession ? Je rappelle qu'une récession, c'est 2 trimestres de suite de décroissance. Après, il y a récession et récession. Voilà. Le professeur d'économie nous le confirmera dans un instant. Mais Voilà, donc du coup, on est vraiment dans cette logique-là. C'est vrai qu'on peut considérer qu'on a une vraie tension, et en particulier sur ces fameux coûts d'énergie. J'espère qu'on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Parce qu'on a des exemples concrets. Récession et récession, attention, c'est des mots valises, ça, faut faire attention quand même, Frédéric. Faut faire attention, mais je voudrais quand même... On a 30 secondes, je vois qu'il commence à sortir. Non, je voudrais quand même, sur la question, c'est que la Banque Centrale Européenne, dans ses communiqués de presse, devrait gagner en clarté. Voilà ce qui est dit dans son communiqué de presse du 8 septembre. Je lis, dans le contexte du ralentissement de l'économie mondiale, les risques pesant sur la croissance sont essentiellement orientés à la baisse. Donc ça voudrait dire que c'est les risques qui sont orientés à la baisse, et quand vous suivez la suite du communiqué, qui montre au contraire que la croissance est en danger. Donc on aimerait au moins dans la communication bancaire s'assurer que la Banque centrale sache écrire en français. C'est vrai que les risques à la baisse, c'est une bonne nouvelle. Pierre-Henri de Menton, le directeur de la rédaction de Challenge. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Vous inquiète ou pas ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France ce matin, la récession, fort ralentissement. Bon, écoutez, ça dépend. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le ministre de l'économie, c'était il y a quelques jours à l'université d'été du MEDEF, a dit le contraire, si vous voulez. Donc, ce qui est un peu inquiétant, c'est la façon, on a l'impression, ça corrobore un peu ce qui vient d'être dit sur les communiqués de la BCE, on a l'impression vraiment qu'on navigue à vue, quoi. On avait un discours très optimiste, mais parce qu'il y avait eu les chiffres d'INSEE précédents qui étaient plutôt meilleurs qu'attendus, etc. Donc, on a à chaque fois un discours, à mon avis, un peu imprudent, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On reparle de tout ça, messieurs, dans un instant, pendant une demi-heure. On parlera aussi de cette réunion des ministres de l'énergie aujourd'hui. On parlera de la BCE et puis on parlera du roi Charles III qui va s'exprimer tout à l'heure à 19h pour la première fois en tant que roi auprès de ces sujets britanniques. Alors on le disait, autant Elisabeth II a accompagné, bien malgré elle, le déclin de l'économie britannique. Est-ce que Charles III peut insuffler un tant soit peu un élan nouveau ? On posera la question dans un instant. À tout de suite. Good Evening Business, le débat. Le grand débat avec Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies, Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, et puis Frédéric Farah, économiste, enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On était sur la conjoncture. Sur cette petite phrase, vous pouvez nous la refaire, cette petite phrase du communiqué final de la Banque Centrale Européenne qui laisse tout le monde de marbre. Vous la refaites, Frédéric là ? Alors je la refais parce qu'elle vaut le détour. Voilà ce que nous dit dans son communiqué du 8 septembre. Les risques pesant sur la croissance sont essentiellement orientés à la baisse, surtout à court terme. Qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que les risques sont à la baisse. Et un peu plus loin, il nous est dit une guerre prolongée en Ukraine demeure un important risque à la baisse sur la croissance. À partir de là, si vous voulez, si quelqu'un comprenne qui pourra. Donc, on m'a toujours expliqué que la communication de la Banque centrale était tout aussi importante. Et pourtant, que les banquiers centraux ont fait des efforts depuis des années. Voilà. Et là, on se dit, tiens, on dirait que la croissance n'est pas menacée. 3 lignes plus tard, la croissance est menacée. Donc, si vous voulez, et après on dit, l'importance, c'est la clarté, c'est que les acteurs comprennent ce que dit la Banque de France, etc. La Banque centrale et tout. Parce qu'on a expliqué que la communication pour les banquiers centraux, c'est aussi important que les mesures de politique monétaire. La vraie question, Frédéric, c'est de savoir si on a travaillé volontairement ce texte pour faire en sorte qu'il reste incompréhensible. C'est possible. Un petit peu dans l'esprit des communications que l'on a en ce moment. Mais Pierre-Henri, vous nous rappelez la fameuse phrase. On se rappelle la fameuse phrase d'un banquier, un des plus célèbres banquiers centraux, c'est la Réserve fédérale des États-Unis, Alan Greenspan, qui avait dit si vous m'avez compris, c'est que c'est mauvais signe. Donc c'était effectivement. Après, je pense qu'il y a des petits problèmes de traduction peut-être à la BCE. Les communiqués qui font foi, c'est en anglais, mais non, mais comme voilà, vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est révélateur d'un flou. Dire qu'il y a une baisse des risques sur la croissance et ensuite qu'il y a un risque sur la croissance, c'est un peu confus. Dans ce contexte,
comment vous regardez la réaction de la Banque Centrale Européenne hier, qui remonte violemment ses taux d'intérêt ? Elle-même dit on ne peut pas contenir, nous, la hausse des prix de l'énergie. Or, cette inflation est due en grande partie à la hausse des prix de l'énergie. Moi, il y a un peu d'impuissance dans tout ça. Ce que j'ai trouvé très frappant hier, c'est la concomitance de la décision de la Banque Centrale Européenne, hein, qui a quand même augmenté assez violemment. Hein. On passe de 0,5 à 1,25. Et dans le même temps, vous avez le banquier central américain, Jay Powell, qui a fait un discours, c'était pratiquement au même moment, pour dire que le 21 septembre, il allait redonner un gros tour de vis. Donc il y a une espèce de course à l'échalote entre les deux banques centrales. Donc là, il y a un écart effectivement qui s'est un peu réduit entre les taux de directeurs. Et Jay Powell a immédiatement dit non, l'écart il va toujours être là. Ouais. Et on l'a vu effectivement, l'euro n'a pas du tout normalement aurait dû bénéficier. Puisque c'est le loyer de l'argent, quand même, quand le loyer monte, le bien, c'est que le bien prend la valeur. Et bien là, pas du tout. Hein. L'euro, il est toujours, alors, il est autour de la parité. Hein. Il n'y a pas eu un crack non plus, mais donc on voit, je ne sais pas si c'est concerté, j'en doute. Le meilleur signe était quand même, les marchés n'ont pas oublié l'absence très remarquée de Christine Lagarde il y a quelques semaines à Jackson Hole, le grand symposium mondial des banquiers centraux. Donc il y a une impression un peu de, je sais pas, on n'a pas appelé ça une course à l'échalote, mais peut-être une mauvaise concertation dans la lutte contre l'inflation. Non, mais c'est vrai que le fait que l'euro n'ait pas réagi hier, c'est révélateur. Qu'est-ce que se disent les marchés ? Qu'est-ce que craignent les marchés que cette fois la Banque Centrale Européenne soit inopérante sur la situation, ce qui serait la première fois depuis bien longtemps, elle qui a tout porté. Je crois que là, la Banque Centrale Européenne montre toutes ses limites. Tout d'abord, dans ce communiqué, dans la partie claire, elle dit clairement qu'elle veut agir pour freiner la demande. Ouais. C'est ce qu'elle dit très nettement. Et qu'elle est prête à plusieurs tours de resserrement, de vis, si je puis dire, là-dessus. Le problème, c'est que l'origine de l'inflation est ailleurs, c'est-à-dire sur le fait que la Banque centrale ne peut pas agir là-dessus. Donc comment elle va faire ? Elle est en train d'envoyer un message qui est à mon avis hautement problématique. Alors certes, on pourrait se consoler en disant que les taux restent réels, négatifs du fait de l'inflation, mais en fait elle envoie le message suivant qui est pour moi un message problématique. C'est que comment faire pour casser l'inflation ? Eh bien c'est casser l'activité. Parce qu'en fait c'est très simple, c'est un mécanisme très simple. À partir du moment où vous rendez le crédit plus cher, on voyait tout à l'heure la question de l'immobilier, l'investissement plus cher, donc les individus vont moins consommer, les investisseurs vont moins investir, donc utiliser moins d'énergie, donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc la facture énergétique va baisser. Mais à ce prix-là, on voit bien les limites de l'action de la BCE et qui dans son même communiqué dit au cas où ça s'envole en termes d'écart de spread, on serait là pour intervenir si c'est nécessaire. Donc je crois que c'est l'aveu d'une certaine impuissance et c'est le recours à une mesure qui n'est pas la bonne et elle se retrouve dans la position qui a toujours été la sienne historiquement depuis 23 ans. La Fed agit, la BCE réagit. Oui. Et c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Rodolphe. Il va falloir pareil aussi que les marchés sont quand même pas très optimistes sur la conjoncture européenne à venir et donc mécaniquement la BCE peut agir, elle va faire le nécessaire et c'est très bien expliqué. Non, c'est vrai qu'en termes de com, au détour de certaines phrases, ça sentait pas la confiance du tout. Exactement. Quoi. Et donc du coup les marchés disent vous pouvez essayer de relever un peu le taux de l'argent et donc du coup faire en sorte que l'euro pourrait remonter. Finalement il reste un petit peu bas parce que je pense que les perspectives de conjoncture sur la zone euro ne sont quand même pas très bonnes. Juste pour revenir sur il ne faut pas non plus trop jeter la pierre à la BCE. À la différence de la Réserve fédérale qui a plusieurs objectifs, qui a un spectre plus large même dans sa communication, la BCE, son job, c'est de combattre l'inflation. C'est dans les statuts, etc. Même si ça a légèrement évolué, on sait que l'objectif de 2%, il a été... Donc son job, c'est ça. C'est pas de soutenir, de donner des labels aux politiques budgétaires de relance, etc. Même si elle est pendant le confinement, etc. Elle est un peu sortie de ce rôle en parlant beaucoup de croissance verte, de toutes sortes de choses. Mais ce qu'on lui a reproché, c'est justement de ne pas avoir vu venir l'inflation et de ne pas avoir fait son job. Jay Powell, encore une fois, c'est un peu différent. Et dans ce même discours, pas la même inflation il a parlé de l'emploi, etc. Donc on a là aussi une différence quand même des deux banquiers centraux qui n'ont pas tout à fait le même statut, on va dire. C'est historique. Vous savez qu'il y en a une qui a de loin précédé l'autre. Il y a un État complètement fédéral
et un État, on va dire, confédéral. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et ce resserrement monétaire qui se dessine. Donc les gouvernants, on peut leur dire, s'ils arrêtent de faire la demande, c'est sûr que on peut les critiquer. Ça, c'est sûr que c'est eux qui ont la main normalement sur la politique budgétaire. La Banque centrale, c'est pas son job. Le consommateur va en faire les frais très rapidement. On va comprendre ce que c'est que le resserrement monétaire. On va comprendre ce que c'est que la fin de l'argent facile, Rodolphe. Très clairement. Oui, ça c'est certain. Ça a déjà commencé, évidemment. Ça va commencer, c'est-à-dire que ça a déjà commencé. On en parlait en effet ces interpellations sur la disponibilité finalement sur les crédits immobiliers. On sait quand le bâtiment va, tout va. Bataille entre le gouverneur de la Banque de France et les exactement. Courtiers, il y a quelques confrontations sur bataille de chiffres et bataille de tendances. Et c'est une évidence que notre économie, cette économie française, elle repose sur la consommation. Donc près de 50% du PIB, c'est ça. Et donc mécaniquement, c'est vrai que la nécessité de soutenir cette consommation pour nous, elle est vitale. Pour les Allemands, c'est un peu différent. Ils ont d'autres enjeux que les nôtres, mais pour nous, c'est absolument vital. Donc une inflation importante, et malheureusement, ça vient rogner fortement sur la courbe. 2 petites minutes avant la pause, on a encore plein de sujets à voir. Vous avez vu cette information des Échos qui nous dit que cette baisse de la CVAE, cet impôt de production dont on parle beaucoup, il va y avoir une baisse de 8 milliards d'euros budgétés pour 2023, et compte tenu de l'état des finances publiques, on pourrait ventiler ça, comme on dit, ces 8 milliards sur... On va l'étaler. 2 ans. 2-3 ans. Ce serait un bon signal adressé aux entreprises. Là, comment est-ce que vous regardez ça d'un mot, Frédéric mais on retrouve ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pendant 10 ans... Quel est le problème pendant 10 ans, on a vécu avec un truc qui est en train de se refermer. C'était que la BCE avait changé, qu'elle allait nous apporter tous les aides et la contribution nécessaire pour financer notre dépense. C'était 2012-2022. Fin de l'époque. C'est terminé. Donc, on retrouve la BCE d'avant. Donc, évidemment, comme pour les États, ça va coûter plus cher. Évidemment, pour leurs finances publiques. Donc, que se passe-t-il ? Évidemment, quand on est dans une logique de baisse des impôts, que ce soit de production ou que ce soit pour les particuliers, évidemment, c'est plus trop à l'heure de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme les ressources deviennent de plus en plus compliquées, on va ventiler. Et donc, on va remettre ça plus tard, parce que là, ce qui se passe avec la BCE, c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous voulez faire des mesures budgétaires d'exonération fiscale, de soutien, de bouclier, mais en même temps, ce qui marchait depuis 10 ans, c'est que la BCE disait, en gros, c'est gratuit, je m'en occupe. Bon, maintenant, la BCE dit, ça va plus être gratuit, donc évidemment, les choses se détériorent. Les patrons vont pas aimer ça, ce qu'on fait. Oui, c'est intéressant. On a déjà vu, toujours à cette université du MEDEF, que Elisabeth Borne n'avait pas été, c'était un peu glacial, il n'y a pas eu énormément on leur a asséné toutes sortes de normes vertes, de procédures, etc. Donc, Bruno Le Maire les a un peu plus bichonnés. Bruno Le Maire les a plus bichonnés. Là, il est certain que ça ne va pas améliorer les relations entre le patronat et le gouvernement, je pense, parce que ça, c'est un totem pour le MEDEF, effectivement, la baisse des impôts de production, les gains de compétitivité. Vous avez toutes ces études comparatives avec l'Allemagne, d'ailleurs, l'écart se réduit quand même beaucoup. Mais effectivement, d'un point de vue politique, ça va peut-être être un cheval de bataille. Vous savez qu'il y a une élection aussi au MEDEF qui va se profiler. Rodolphe, ça avait été une très longue bataille d'obtenir la disparition de cet impôt. Et les entreprises, quelque part, en ont besoin. Il faut le rappeler. Combien d'écart avec l'Allemagne ? Quelques dizaines de milliards. C'est 50, 60, 70 exactement, milliards. C'est à peu près ça. Et donc, c'est quand même assez considérable lorsque vous vous trouvez sur des marchés qui sont de plus en plus tendus et que vous avez des entreprises qui ont besoin d'être hyper compétitives. Et puis, il y a ce sentiment d'instabilité fiscale qui renaît, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et puis après, ce dont on parlait pour la conjoncture vaut aussi pour l'environnement fiscal. Et on revient en arrière. Je vais juste rebondir sur un élément parce que je sais qu'on va en parler juste après. C'est que l'augmentation des coûts de l'énergie, ça pèse aussi sur les comptes d'exploitation des entreprises. Et que de ne pas faire disparaître cet impôt, ça va rajouter encore des perspectives sur 2023 compliquées pour les entreprises. Allez, on marque une pause, messieurs, on revient dans un instant, 18h44. L'énergie, justement, cette réunion des ministres de l'énergie à Bruxelles, dont on n'y pas ressorti grand-chose. Et puis, Charles III, God Save the King. Et est-ce que le King peut insuffler un vent nouveau sur le royaume et son économie qui connaît encore des moments difficiles ? On voit tout ça dans un instant. À tout de suite. Good Evening Business, le débat. Allez, 18h46, ça parle aussi pendant la pub, rassurez-vous. Rodolphe Bonas, Pierre-Henri de Menton et Frédéric Farah avec nous encore pour une grosse dizaine de minutes pour parler déjà de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Bruxelles. Vous savez, les ministres européens de l'énergie qui étaient réunis pour essayer de se mettre d'accord, commencer à se mettre d'accord sur
La façon de passer l'hiver sans grosse secousse, mais sans pour autant voir les factures s'envoler. Ça, j'ai envie de vous dire, rien que ça, c'est déjà la quadrature du cercle. Oui, ça c'est sûr. Mais en plus, à 27 au niveau européen, comment est-ce qu'on peut espérer se mettre d'accord sur des mesures d'urgence, là, en l'espace de quelques semaines? Enfin, c'est impossible. Là, on voit très bien qu'on est encore malheureusement dans la cacophonie, parce que... Tant qu'il ne fera pas froid, en gros, voilà. Quoi. Exactement, et puis on est au cœur d'une problématique où finalement, ces enjeux de protection de l'environnement, de préservation de la planète, etc., arrivent en pleine contradiction des enjeux énergétiques sur lesquels on a besoin d'énergie, quelque part, j'allais dire, à tout prix. Et donc, lorsque je vois qu'on est en train de réfléchir à cette fameuse contribution sociale, oui. C'est vraiment cette idée, il va falloir aller essayer de trouver des revenus par ailleurs, et donc d'essayer d'aller taxer finalement ces pétroliers, ces géants de l'énergie. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de se dire à qui elle va être destinée, c'est-à-dire qui on va aider. Alors là, on voit bien qu'en France, on a vraiment aidé les ménages. Mais est-ce qu'on va aussi développer et déployer ce dispositif à destination des entreprises? Et là, du coup, parce que cette facture énergétique, elle va peser pas que sur les ménages, elle va peser considérablement. Elle a déjà commencé auprès des entreprises. Si j'ai encore 2 minutes juste pour vous éclairer, je vais vous donner un chiffre très simple. Dans le monde de la distribution, on va dire un supermarché fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, va gagner à peu près 2% de résultats nets en fin d'année. Donc chaque année, il va faire 300 000 euros de résultats pile poil sur 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur cet hypermarché, chaque année, il a 100 000 euros de coûts énergétiques, c'est-à-dire d'électricité, 100 000 euros. Et bien là, aujourd'hui, le tarif électrique de son énergie attendu en 2023, c'est de multiplier par 3 ou 4. Donc vous voyez que tout d'un coup, une entreprise qui gagnait de l'argent, eh bien subitement en 2023, elle a une perspective où elle va faire une perte de l'ordre de 100 à 150 000 euros. Et ça, il faut aussi qu'on s'en occupe parce que ça peut être un dispositif en cascade. Faut-il ponctionner les surprofits des énergéticiens? Faut-il plafonner le prix du gaz russe ou des autres pays? Dans quelle proportion? Faut-il négocier par pays par pays? Voilà tout ce que... Sur les superprofits, alors ça s'appelle pas comme ça, ça a des noms... Contribution volontaire obligatoire, je ne sais pas, mais bon, il y a le mot social dedans, bien sûr. Là, c'est un sérieux coup de main à Macron, parce qu'on le sait, en France, le débat, il divise au sein même de la majorité. Et donc, de pouvoir dire c'est l'Europe, c'est un peu comme du temps de Chirac, on n'y peut rien, c'est pas moi, c'est l'Europe. Donc ça sort quand même, et effectivement, il y a un consensus, c'est assez étonnant, même les Pays-Bas, qui ne sont pas franchement des gauchistes, ils sont en faveur effectivement de cette super taxe qui ne porte pas ce nom. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a beaucoup de tractations entre pays, et on a vu il y a quelques jours, il y a eu des accords entre les Français et les Allemands, que je te rallonge mes centrales, un peu de gaz, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la pression, elle va monter au fur et à mesure que l'hiver va arriver, et qu'il y a quand même une réduction, alors de par le ralentissement de l'économie, mais aussi quand même de mesures de sobriété, il y a une réduction qui est à peu près évaluée à 15% de la consommation d'énergie cette année, et que normalement, moi je suis pas un spécialiste, mais là il y avait une étude l'autre jour de Goldman Sachs, je crois, disant qu'on allait passer l'hiver, que dans les... Alors, à quel prix, voilà, c'est ça l'histoire. On l'a vu au Royaume-Uni où elle a complètement tourné kazakh, on en parlera tout à l'heure, et finalement elle balance 170 milliards. On en parle dans une minute. Alors qu'on parlait de factures de 7 000 euros par ménage. Gros test, gros crash test pour la solidarité européenne, là, Frédéric. Alors, une petite minute là. Plusieurs choses. Un, on voit l'urgence pour les entreprises. Le temps que l'Union européenne se mette en place et en ordre de bataille, il y a plein d'entreprises qui finissent à terre après. Avant, même, si vous voulez. Donc ça, c'est un. Deux, tiens, voilà, les Allemands et les Français s'arrangent pour un peu d'énergie et d'électricité. Alors je crois que c'est une solidarité européenne, alors je comprends plus moi, c'est-à-dire que c'est binational. Oui, mais l'Allemagne c'est le navire amiral. Voilà, donc en fait, comment dire, c'est le marché unique, c'est le marché unique, ou c'est le marché à sens unique, enfin, il faudrait qu'on sache. Il y a eu ça pour la crise sanitaire aussi, il y avait un peu, bon ça marche comme ça aussi. Ça marche comme ça, donc le problème c'est que ça fait encore déchirer le voile d'une illusion, on dit à 27 on est plus fort, non à 27 on devient dans la cacophonie parce que l'idée c'est pas d'additionner des pays, ou même d'être à 30. L'idée, c'est la qualité des coopérations. Sauf que la qualité des coopérations n'est pas bonne. Et donc, pendant ce temps, les ménages, les entreprises font les frais. Et je rappelle, pour ajouter cette cacophonie, je vous rappelle juste une chose pour jeter un peu de trouble général. Vous savez que le super plan Next Generation EU, normalement,
pour que les États ne le remboursent pas à la fin, c'est que l'Union européenne doit trouver des ressources propres. Où on en est dans ce dossier il n'y en a pas. Et donc, c'est-à-dire qu'à la fin, peut-être on aura... Il y a eu quand même des emprunts, des eurobonds fédéraux. Mais on avait dit que pour pouvoir, que ce ne soit pas les États qui remboursent, il fallait trouver une taxe sur le numérique, il fallait effectivement toute une série d'impôts pour que l'Europe puisse lever des ressources propres. Parce que je vous rappelle quand même cette histoire. L'Europe, c'est-à-dire par la Commission, a levé des fonds sur les marchés financiers alors qu'elle n'a pas de ressources propres, si ce n'est que les tarifs douaniers qui ne cessent de diminuer. Si n'importe quel État avait fait ça, on aurait dit mais c'est qui ça ? Ça va pas de faire un truc pareil. Voilà qu'on lève des fonds sans ressources. Donc si ces ressources propres, l'Europe ne sait pas les créer, c'est les États qui vont devoir éponger. Voilà la réalité. Donc là, on n'arrive même pas à faire de la solidarité alors qu'il y a une urgence. Comment on va trouver les taxes ? Donc aujourd'hui, si vous voulez, le problème c'est que impuissance de la BCE, impuissance de l'Union. 30 secondes, Rodolphe, et puis on parle juste simplement, il semblerait quand même que là, on paye le fruit de finalement une coordination européenne qu'on attend et qu'on appelle de nos voeux, mais sur des fondamentaux où finalement chacun des pays, depuis des années, a développé des politiques totalement antinomiques. L'énergie, c'est quand même l'exemple flagrant. Je suis un peu moins noir sur l'Europe, mais l'énergie, c'est effectivement quand Angela Merkel annonce qu'elle abandonne le nucléaire, il y a zéro concertation. Elle a dû passer un coup de fil une heure avant à ses amis européens. Et donc elle se met sous dépendance russe. Donc il y a effectivement là un cas flagrant plus que d'une cacophonie, d'une erreur historique. N'ont pas le même modèle énergétique. Ça déjà, ça met les bases du débat. Pour aller vraiment dans ce sens, je suis tellement d'accord. Ce qui prévaut en Europe, la plupart du temps, c'est la stratégie du passager clandestin. Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais c'est ça le truc. Je veux dire. Et après, on dit oui, l'Europe, c'est la coopération. Etc. On en a beaucoup profité, la France. Oui, mais j'ai l'impression que maintenant, même sur les tarifs de l'électricité, on est un peu les arroseurs arrosés. Il faut savoir qu'on était très content d'avoir un dispositif de tarifaire qui était avantageux pour nous. Allez, 3 minutes à peine. Le roi d'Angleterre, donc Charles III, qui va parler tout à l'heure. Alors, sera-t-il celui qui insufflera à son maigre niveau, dans une proportion certes négligeable, un nouvel élan au royaume sur le plan économique ? On est obligé de constater quand même Elisabeth II a accompagné le déclin économique du royaume depuis son règne. Elle commence à régner en 52-53. On porte encore les stigmates de la guerre en Grande-Bretagne. Il y a l'affaire Suez, il y a le dossier Suez. Il y a le FMI qui débarque en 76, il y a les années Thatcher, les années de grève, les années de récession, le Brexit. Enfin, voilà, ça a quand même été des années de décadence économique, les années Elisabeth II quand même. On est quand même, le PIB a quand même progressé depuis 1952, et l'espérance de vie aussi. Il faut l'Inde qui est passé devant, vous avez vu l'Inde qui est passé cette semaine avant Il ne faut pas non plus exagérer. Mais bon, on ne peut pas parler de déclin depuis 1952 quand même. On pourrait plus parler d'un démantèlement d'un empire, et de la disparition d'un empire. Et c'est vrai que le mot royaume aujourd'hui a tendance à être un peu moins peut-être adapté. La réalité, c'est vrai, en termes de PIB, les Anglais sont encore devant les Français. C'est vrai. À plus de les craintes de désintégration du royaume, justement, soulevées par certains à l'occasion du décès d'Elisabeth II. Voilà, pour vous, est-ce que c'est annonciateur de... Les marchés commencent à regarder ça un petit peu aussi quand même. Juste quand même, ce que je veux quand même, ce sur quoi je veux quand même éclairer, les Anglais, les Britanniques ont eu quand même... l'intelligence au moment finalement de ce démantèlement de l'empire colonial britannique de conserver le Commonwealth, qui a quand même et qui est encore aujourd'hui un dispositif qui est quand même créateur de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont dans toutes ces anciennes colonies quelque part des accords et une proximité économique qui leur donne un avantage sur certains marchés. Pierre-Henri ? Sur le rôle de Charles III, puisque c'est ça dont on parle, il y a Liz Truss aussi, nouvelle tête qu'il va falloir mieux connaître. Avec ce plan, mais sur le rôle de Charles III, il a un rôle un peu comparable au roi d'Espagne, qui est très compliqué et fondamental, c'est de maintenir l'unité du pays. Parce que là, il va y avoir le train royal va traverser l'Écosse avec un tartan sur le cercueil, etc. Mais il ne faut pas oublier que les nationalistes sont au pouvoir en Écosse, les nationalistes catholiques en Irlande du Nord, et qu'au Pays de Galles, le parti indépendantiste, ça monte. Donc et ça, c'est le job de la royauté, quelque part, du chef de l'État. Donc ça va être compliqué. C'est un défi. Il y a à peu près le même défi en Espagne avec Philippe II. Donc on va voir
Si, alors c'est quelqu'un très méchamment, je disais, il y avait quelque chose de très méchant ce matin en disant le problème du prince Charles, c'est qu'il est intelligent. Donc il va peut-être vouloir un peu trop se mêler, à la différence de sa mère, des affaires de l'État. Ouais. Mais espérons que cette intelligence, pour les Britanniques en tout cas, soit mise au service de l'unité du pays. Petite minute pour terminer. Rien qui débute dans la situation économique que l'on connaît, hein, avec les défis qui se présentent à l'Istrus. Hein, problème d'énergie, problème d'inflation, et puis le Royaume-Uni fait face aussi à un problème que nous rencontrons aussi et qui est aussi lié à qui l'a handicapé ces dernières années, c'est une désindustrialisation. Oui. Ah bah oui. Et une désindustrialisation et une surfinanciarisation de son économie. Je veux dire, ces deux problèmes ont quand même handicapé. On l'a découvert après le Brexit, et voilà. Voilà. Et dans le discours, même si ça n'a rien donné peut-être au final de Boris Johnson, il y avait cette idée qu'il faudrait relancer les secteurs de l'industrie parce que ils rencontrent les mêmes problèmes aussi que nous rencontrons. Hein. D'un mot pour conclure. À la différence d'Elisabeth, qui elle était sur un temps long, Charles III est sur un temps court. Exactement. Oui. Allez, God Save the King, puisqu'elle s'exprimera dans un instant. Charles III devant les sujets britanniques pour la première fois en tant que roi, bien évidemment. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir. Avec plaisir. Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies, Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, et Frédéric Farah, économiste enseignant à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. À très vite. Avec plaisir sur BFM Business, 18h57. Le journal dans un instant, et puis on parlera dans un gros quart d'heure d'un grand enjeu. Emmanuel Macron était dans le Loiret aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs pour parler d'un sujet de souveraineté. Est-on sûr que nous aurons dans 10, 20, 30 ans au moins autant d'agriculteurs qu'aujourd'hui? On verra ça avec le président des jeunes agriculteurs sur place. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. Good Evening Business sur BFM Business.